Bonjour et bienvenue sur Chancela Channel News. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale avec nous, le vice-président de l'Assemblée nationale avec qui on va examiner quelques questions d'actualité. Il était en Espagne en mission de service. On va revenir légèrement sur cette question. On parlera également de l'Union sacrée qui vient de publier à travers son secrétaire général un communiqué pour annoncer les débuts même des partages des idées et des opinions autour du changement ou pas de la Constitution. On va examiner l'opportunisme de cette question, sachant que la guerre continue à nous être imposée par le Rwanda et que les accords, même les sanctions américaines, n'ont pas encore réussi à calmer la situation dans le nord et dans le sud Kivu. On reviendra de manière globale sur les accords de Washington. Qu'est-ce qu'il faut encore de plus de la part de l'État congolais pour pouvoir passer à l'étape suivante, mais aussi cette guéguerre au sein de l'UDPS. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, comme il est avec nous, on va également lui poser des questions en votre nom. Vous avez été très nombreux à être offusqués par l'attitude des cadres même de l'UDPS. Alors, l'un d'eux est avec nous et on comprendra plus sur cette question dans cette édition d'actualité. Honorable Jean-Claude Chilumbayi, bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Bonjour, Madame Chancela. Ça va? Ça va bien, honorable président. Merci. Alors, rapidement, première question. L'Union sacrée vient de publier un document cet après-midi annonçant les débuts des réflexions autour, de manière officielle cette fois, autour du changement ou non de la Constitution. La question n'est pas ça se fera, ça ne va pas se faire. La question c'est ça va se faire sans ceux qui sont sous les jougs du Rwanda. Bon, je crois que c'est un point d'étape. J'ai vu, comme vous, le communiqué du secrétaire permanent. Je pense que c'est au niveau de préparatif à ce niveau et que c'est une phase, vous avez dit officielle, je ne pense pas, informelle, au travers de laquelle il récolte des données, les opinions, peut-être aussi les vôtres et les miennes. Et pour ceux qui sont sous l'occupation, comment on fera? C'est ce que j'ai dit. Lorsque je vois le communiqué, c'est un communiqué qui signifie qu'il est en train d'aller vers l'opinion nationale globale pour tenter de recueillir les avis et considérations sur éventuellement des propositions qu'il a, lui, à initier ou à présenter. Peut-être d'abord au sein de la famille politique, la nôtre, l'Union sacrée, pour ensuite voir dans quelle mesure il le ferait en dehors de cela. Mais pour le moment, je crois qu'il faille rectifier. C'est une phase informelle au niveau du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Si c'est une phase informelle, pourquoi un communiqué public alors? Il faut communiquer dans le groupe WhatsApp de l'Union sacrée. Non. Communiqué public, c'est dans ce sens où tu dis qu'il s'adresse, parce qu'il s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas que de l'Union sacrée, dans la mesure où il veut avoir des considérations croisées, c'est pas partisan. Il veut peut-être avoir ce que pense l'opposition, ce que pense la société civile de cette préoccupation qui hante quand même une grande partie de notre population. Pour le moment, moi, je suis témoin de milieux que je fréquente, les universités, le monde du barreau et même de la politique. Je sais que de plus en plus de Congolais sont préoccupés à savoir si leur constitution permet toujours que les choses marchent normalement au pays. Ce n'est pas la seule préoccupation des Congolais. Les Congolais sont surtout préoccupés à voir comment les accords de Washington seront exécutés, comment leurs frères et sœurs seront libérés. Une autre question par rapport à cette situation de changement ou pas de la Constitution, c'est que est-ce que c'est opportun, on aura présent? Il va à la rencontre de tout le monde, sauf ceux qui sont dans l'équipe, ou comment ceux qui sont dans l'équipe vont percevoir cela? Le président les a abandonnés, le gouvernement les a abandonnés. Non, moi je pense que la problématique d'opportunité, n'est-ce pas, pour ce qui concerne nos lois, y compris la loi fondamentale, c'est une décision de notre population qui l'envisage dans toute sa souveraineté. Et notre constitution le dit assez clairement que la souveraineté elle appartient au peuple, qu'il exerce de deux manières, soit au travers de ses représentants. Lorsqu'on dit ses représentants, c'est tous ceux qui, dans la nation, ont reçu le mandat de gouverner, de présider à la destinée de ce même peuple souverain, qu'ils soient élus ou désignés conformément à la constitution que lui-même a édicté le peuple, soit
de lui-même, soit par lui-même. Donc, il peut exercer cette souveraineté. Ici, donc, il est question de savoir que le peuple s'exprime de plusieurs manières. Soit qu'on lui poserait la question de savoir si c'est nous, ces représentants, qui constatons que la charge qu'on nous a confiée par rapport à ces attentes n'est pas bien encadrée par les textes en présence. Nous pouvons aussi lui faire des propositions. Pour le moment, moi, ce que je pense, c'est de noter que la modification de la Constitution, ça ne devrait pas faire l'objet d'autant de débats parce qu'elle est constitutionnelle. Exactement. Et que ça ne sera pas la première fois que la Constitution sera modifiée, si on y parvient. Elle a déjà été en 2011. Elle a été même, comme je l'ai dit autrefois, dans ces phases, dans ces consistances les plus radicales, dont l'article 220 en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des provinces et des entités territoriales décentralisées, notamment le fait que la Constitution a par exemple permis au président de la République de révoquer le gouverneur, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, ça touche les compétences et les pouvoirs de province. Donc, la révision, elle est constitutionnelle. Mais c'est l'ambiguïté que l'Union sacrée crée autour. Le président n'a pas de mandat, le président a la mission, c'est ça qui préoccupe beaucoup de ceux qui s'opposent à ce processus. On va y arriver. Ceux qui ont révisé hier la Constitution, je ne sais pas quel mandat ils avaient pour la réviser et qu'aujourd'hui ils peuvent le refuser à ceux qui pensent qu'on peut la réviser. Rien n'a changé. Donc, en ce qui concerne la révision, je ne souhaitais même pas que l'on engage ce genre de débat. Les articles ou les dispositions de la Constitution qui sont susceptibles d'être révisées par nous, le Parlement, si nous voulons le faire dans les conditions prescrites par la Constitution elle-même, nous allons le faire en vertu du mandat conféré par le peuple. En ce qui concerne maintenant l'autre versant, la possibilité d'un changement des constitutions, il faut dire que beaucoup de gens n'arrivent pas à approfondir le débat lorsqu'on parle du changement de la constitution. Les gens se contentent de voir changement de la constitution égale prolongation de mandat, tout ça. Moi, je crois que c'est tout à fait naïf de penser comme ça, de réfléchir la politique de cette manière-là. Par contre, moi, lorsque je parcours nos provinces, lorsque je rencontre nos populations dans nos provinces, après les élections des gouverneurs, après les élections des sénateurs, j'entends toujours nos populations dire qu'il faut changer ce mode d'élection. Et ça, tout le monde le dit. Du peuple qui nous élit à nous-mêmes, en passant même les étrangers qui accompagnent d'une manière ou de l'autre la RDC, à chaque élection sénatoriale, nous entendons des réclamations qui viennent de tout notre peuple qu'il faut changer ce mode électoral. Mais le mode électoral de sénateur, il est lui également verrouillé par l'article 220 de la Constitution. Ça signifie que tout Congolais qui a pensé un jour qu'il faut changer le mode électoral des sénateurs ou des gouverneurs a pensé qu'il faut changer la Constitution parce qu'on ne peut pas changer le mode électoral des sénateurs si on n'a pas changé la Constitution, parce que c'est une matière non révisable, conformément à l'article 220. Donc, ce genre de réforme, lorsqu'elle s'avère absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de nos institutions, la bonne gouvernance de notre pays, je ne sais pas comment on va nous apprendre qu'on ne peut pas changer la Constitution. Si la préoccupation majeure, ce n'est qu'un exemple. Ah, ok, ce n'est qu'un exemple sur autant d'exemples que je peux donner ici. Regardez un peu dans notre Constitution. L'entité décentralisée de base, c'est le secteur, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait avant la collectivité. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Le territoire est devenu déconcentré, c'est-à-dire un exécutant des décisions du gouvernement central sans plus. Et le secteur qui est décentralisé, c'est une petite entité qui souvent n'a pas de moyens de sa politique pour devoir faire ce qu'il est appelé à faire auprès de nos populations. Parce que le principe de décentralisation découle directement de l'idée qu'il faut subsidiariser les besoins, suffisamment approcher les populations de ceux qui les gouvernent. Mais en même temps, il faut conférer à l'entité décentralisée les moyens de pouvoir aux besoins qu'elle lui exprime son même peuple. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que
sur l'ensemble du territoire, on peut compter 2 ou 3 secteurs, 4 ou 5, qui peuvent accéder à des moyens conséquents aux responsabilités qu'ils ont de par la Constitution et les lois qui nous guident. Et aujourd'hui, j'ai entendu parmi les politiciens les plus virulents dans la politique de non-révision au changement de la Constitution, il y en a un qui, quelques années seulement, déplorait le fait que c'était irréaliste de conférer le mandat de décentralisation au secteur et il pensait qu'il fallait resserrer la décentralisation et l'amener au niveau du territoire. N'est-ce pas, concrètement, ça s'est traduit à quoi? Qui est aujourd'hui une entité déconcentrée. Ça signifie que si on resserre la décentralisation vers le territoire, c'est clairement que on a modifié les compétences des entités territoriales décentralisées comme on les définit aujourd'hui, parce que le territoire n'est pas une entité décentralisée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dit qu'en parlant, mais dans la réalité, c'est autre chose. Oui, on aura donc retiré la compétence de décentralisation au secteur pour la confier au territoire. Ça ne peut se faire que si on change la Constitution, parce que nous ne pouvons pas modifier cette disposition-là qui verrouille exactement les pouvoirs d'entités décentralisées que nous avons institués de par la Constitution. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres exemples qui touchent exactement à cette disposition intangible, de sorte que lorsqu'on veut améliorer quelque chose qui touche à cette disposition, il faut changer la Constitution. Mais il y a aussi d'autres articles qui vous recommandent de protéger le peuple, de défendre le peuple en cas d'agression, etc. Mais jusque-là, il n'y a rien. J'imagine, j'étais à ce premier débat, j'imagine clairement à mon niveau que non seulement qu'il y a des matières, comme je dis, qui hantent notre population de manière tout à fait systématique, une angoisse existentielle réelle qui fait que notre population réclame des changements qui requièrent le changement de la Constitution, mais aussi qu'il faut noter que le changement de la Constitution lui-même, il est constitutionnel. Parce que notre peuple s'est gardé son pouvoir du souverain, et il a dit qu'en dehors de tout ce qu'il a légué à ses représentants, lui, il conserve la souveraineté. La souveraineté, c'est donc ce pouvoir suprême, suprême poteste, qui veut que au-dessus du suprême et qu'en bas de lui, qu'il n'y ait personne pour conditionner sa décision. Si notre peuple lève l'option qu'il veut changer sa constitution, comment ceux du qui vont s'exprimer, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale? Il faut qu'on y arrive d'abord. Moi, ce que je comprends, c'est quoi? Les idées que les gens expriment aujourd'hui, les idées que les gens émettent aujourd'hui, relèvent tout à fait de ce que nous avons choisi d'être, un État démocratique qui permet à chacun d'exprimer sa pensée. Et lorsque ces idées deviendront une réalité, parce que notre peuple, il est un, et que je ne vois personne qui s'engagerait dans une démarche qui consisterait à exclure une partie de cette population d'une consultation aussi importante ou d'une décision. Ça signifie que ces documents n'ont pas lieu d'être. Et donc, non, lorsque je dis ça, j'imagine que celui qui a écrit cette note ne l'a pas destinée à une partie du territoire national. C'est une note qu'il a adressée à l'ensemble des Congolais. Mais il y a ceux qui ne sont pas en mesure de s'exprimer. Pensez à eux concrètement. Ils peuvent s'exprimer aujourd'hui avec le numérique. Quelqu'un peut être à Goma. Le numérique qui est surveillé, il y a eu le ministre quand même qui a dénoncé le réseau rwandais qui a été implanté à Bujumbura. Et dire ce qu'il pense. Et donc, ce que je voudrais là vous dire, c'est de retenir que le droit de changer une constitution, il est constitutionnel. Oui, mais l'opportunité, le pays est agressé. Une grande partie du pays est assiégée. C'est réserver le pouvoir de demeurer le seul souverain dans la Constitution et que lorsqu'il demeure le seul pouvoir détenteur de cette souveraineté, cela implique qu'il peut prendre des décisions au-delà de ce qui est dit aujourd'hui dans la Constitution, y compris le pouvoir de la changer. Et donc, au moment où cela devrait paraître pour une réalité, que ce besoin ressenti par notre population devrait être amené à s'extérioriser, à se réaliser, je crois que les précautions seront prises par nos institutions pour que
aucune frange de notre communauté nationale ne soit exclue de la prise d'une aussi importante décision. Quelles précautions vous allez prendre que vous n'avez pas encore pu prendre? Les accords de Washington datent de plus de 6 mois. Le Rwanda ne respecte absolument rien. Qu'est-ce que l'État congolais peut faire de plus pour permettre aux Congolais du Kivu de participer à ces débats sur les changements de la Constitution? Madame Chancela, le Rwanda est au Congo et exploite le Kivu depuis 30 ans. Ça, personne ne l'ignore. Depuis 30 ans, vous pouvez bien vérifier dans diverses lois de finances, les lois budgétaires que nous avons eues, vous constaterez qu'il n'y a pas un apport clair de minerais très riches du Kivu parce que ces minerais étaient clairement exploités par le Rwanda dans des conditions les plus opaques au travers des consortiums Mwangachouchou et consorts. Et qu'aujourd'hui, ce que le président de la République est en train de fournir comme effort, c'est déjà assez suffisant et pour nous rassurer que les choses sont en train de changer. Et je crois qu'il ne fallait pas s'attendre à une magie pour une conquête qui s'est incrustée pendant 30 ans que d'un trait de plume où on devrait l'enrayer comme ça, mais l'effort a été fourni. Dire même parler des accords de Washington, qui y a pensé il y a juste quelques années que M. Kagame allait non seulement sous pression du président Tshisekedi sortir à la place publique pour avouer qu'il agresse le Congo, mais ça, aussi on va en parler dans dans ces conditions. Une petite question sur les dossiers toujours de la Constitution avant de basculer cette fois pour les dossiers Washington des accords. Petite question, honorable vice-président de l'Assemblée nationale. Vous, Chilumba et Jean-Claude, vous êtes pour les changements de la Constitution pendant que le pays est occupé? Je crois que vous ajoutez un élément que personne n'a évoqué. Nous nous battons derrière le président de la République chaque jour ici, c'est son serment le premier jour que cette occupation permanente de notre pays doit cesser. Alors, maintenant, lorsque vous voulez présenter les activités de gouvernance normales, comme le changement des lois ou la modification des lois d'un pays, et que vous les mettez sur le piédestal avec une activité illicite comme l'occupation armée par un État voyou comme le Rwanda d'une partie de notre territoire, nous ne trouverons pas de passerelle. Nous ne mettons pas sur le piédestal, nous essayons juste d'être réalistes parce qu'il y a des morts qui sont comptabilisés tous les jours. Ce que j'imagine, moi, c'est de dire que notre indépendance, notre souveraineté, l'intégrité de notre territoire, c'est des faits qui ne sont pas négociables. Et que vous ne pouvez pas en même temps, par exemple, imaginer qu'on ne peut pas réfléchir sur l'avenir du pays au-delà des guerres. C'est un phénomène. La guerre, elle va passer. Mais le pays, nous l'avons pour des éternités. Ben, c'est comme ça que la question nous n'avons aucune raison, ça doit être fait avant nous n'avons aucune raison de passer une minute de notre journée sans penser à notre avenir. Et notre avenir ne peut se penser qu'en termes de réformes. Des réformes. Peu importe ce que ça implique et ce que ça représente aux yeux d'une partie de la population. Non, je voudrais que tu attendes au moment où un tel problème est mis sur table de manière réelle. Je dis, lorsque nous sortirons du monde de la pensée vers le monde réel, pour dire, voilà, il y a un consensus autour au sein de notre population qu'il faut changer ou modifier la Constitution, cette fois-là, on posera la question du comment par rapport à la participation de tout notre peuple. Et de ce que je sache, dans l'idée du président de la République, comme d'habitude, il n'est jamais passé la tendance à imaginer qu'il devrait faire des choses en exclusion d'une partie de notre population. Donc, nos frères qui sont à Goma, à Bukavu, qui sont à Saké et partout ailleurs, doivent savoir que si une telle réforme est envisagée de manière réelle au pays, elle tiendra dûment compte de toutes les possibilités pour qu'eux aussi participent à cette décision qui engage notre devenir collectif. Donc, il n'y a aucun espace pour l'exclusion
en ce qui concerne des idées qui sont exprimées aujourd'hui par une grande partie de notre population. Très cher compatriote, par cette réponse, moi j'aimerais bien mettre le point sur les i. Le vice-président de l'Assemblée nationale vient de nous dire que il se peut qu'il ait changement de la Constitution, mais pas avant que la paix ne revienne dans le Kivu, parce que le président de la République se bat pour que la paix revienne et que tous les Congolais aient le droit de pouvoir s'exprimer sur n'importe quelle question. Si j'ai bien compris. Je crois que j'ai dit que de la même façon que le président de la République se bat pour que la paix revienne au pays, de la même façon, nous, comme fils du pays, nous avons l'obligation de réfléchir en permanence sur notre avenir, y compris si cet avenir doit passer par le changement de nos lois ou un autre scénario, c'est que vous révisez la Constitution, vous la changez ici, nous sommes à Kinshasa ici, et puis demain, nos compatriotes qui sont sous occupation disent, oh, vous l'avez fait sans nous, ben, ça ne nous concerne pas. D'abord, je vous dis qu'il faut faire la différence entre nos compatriotes qui réfléchissent exactement comme nous ici à Kinshasa, et les occupants rwandais qui aujourd'hui prennent des décisions arbitraires sur nos compatriotes et sur leur quotidien. Donc, lorsque ce genre de décisions seront envisagées, nous n'allons pas les discuter avec ceux qui occupent arbitrairement notre pays, mais plutôt avec nos populations. Ça sera alors quand il serait déjà parti, c'est très clair. Alors, les accords de Washington, vous avez reçu il y a quelques jours Madame Wagner, qui est venue faire quoi exactement? Parce que les accords ont déjà été paraphés, tout a été fait. Le Parlement intervient, pourquoi? Le Parlement intervient parce que notre Constitution l'a voulu ainsi. La Constitution a souhaité que l'article 214, pour ce qui est des accords qui touchent à la paix, à l'intégration régionale, au commerce, et, lorsque ces accords se doivent d'être signés, ce sont des engagements qui requièrent le consentement du peuple au travers de sa représentation qu'est le Parlement. Et que notre gouvernement, que je félicite ici, a tenu dûment compte. Pourquoi l'avoir pas fait avant? On a vu de l'autre côté, parce que nous ne sommes pas les seuls signataires, de l'autre côté là-bas, ils ont discuté de ça avant que l'entérinement n'ait eu lieu en décembre 2025. Nous n'avons pas les mêmes textes constitutionnels, ça c'est une évidence. Il faut noter aussi que les urgences que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Les accords signés à Washington à l'heure des dimensions des commerces d'intégration régionale ou des pays entendus comme tels, comme une situation pérenne, ces accords avaient touché aussi à un besoin urgent, celui qui concerne le cessez-le-feu, parce qu'il fallait trouver des options pour arrêter immédiatement avec des hostilités ainsi épargner des vies humaines, mais aussi des problèmes humanitaires qui ont conduit à un certain moment notre gouvernement à accélérer les choses. Et le plus important pour nous, c'est que le gouvernement soit revenu vers la représentation nationale conformément à notre constitution pour valider ces accords. Donc, c'est juste, comment on peut appeler ça, une formalité, alors que le Parlement a le droit de s'exprimer. Ce n'est pas une formalité parce que le Parlement a eu toujours le droit de s'exprimer. Maintenant que nous parlons, ces accords sont en discussion au sein de la commission juridique et finance de notre Parlement. C'est exactement parce que le Parlement a le droit de s'exprimer, de dire par exemple ce qui ne marche pas ou ce qui ne lui plaît pas, ce qu'il estime n'être pas conforme aux intérêts de notre population. Et puis ça va changer quoi? Vous allez retrouver ça va changer, y compris la possibilité que le Parlement dise que ces accords ne sont pas bons. Mais ici, ce que je sais, c'est que le gouvernement de la République, tout au long des discussions de ces accords, avait pleinement tenu informé la représentation nationale au travers de son bureau sur les différentes étapes. Ah, vous étiez informé? Bien sûr que okay. Bien sûr. Il n'y a pas que cet aspect des accords des pays, il y a aussi cet aspect de l'arrivée des migrants. Est-ce que ça, c'est inclus, Madame Wagner? Vous l'avez expliqué aussi? C'est du pouvoir de notre gouvernement. Il n'est pas prévu que pour recevoir des étrangers dans notre pays que le Parlement se prononce là-dessus. C'est un pouvoir régalien reconnu à notre gouvernement de négocier ce genre d'accord avec d'autres gouvernements.
Et j'estime que notre gouvernement a pris cette mesure en pleine connaissance de ce qu'il doit faire et qui est bénéfique à notre pays. Et je ne pense pas que ce soit pour nuire à la République et que les modalités de mise en œuvre d'une telle décision sont aussi définies par le gouvernement. Je félicite ensuite le chef de l'État et son gouvernement, le gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa, qui aussi pour cela, bien que ça ne soit pas constitutionnellement une obligation, a pris soin de dépêcher la première ministre chef du gouvernement à l'Assemblée nationale pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et porter à celui-ci l'information. Qu'est-ce que la RDC gagne dans tout ça? Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que la RDC gagne, il faut savoir, madame, que dans le monde diplomatique, les gains d'une action diplomatique ne sont fatalement pas des gains physiques. Et pour un gouvernement, sinon on va rentrer à l'époque de la Grèce antique où nous devons appeler la population dans des comices pour délibérer dans un stade, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Nous avons élu les dirigeants, un président de la République, nous avons élu des députés, nous avons un gouvernement qui a la décision parce que nous la lui avons conférée. Là où le peuple a demandé qu'on revienne vers lui pour poser des questions à chaque action, il l'a dit clairement dans la Constitution. Lorsqu'il faut, par exemple, à Duandrou céder une portion de territoire ou annexer un territoire, le peuple a dit ça, vous prévenez vers moi. Pour le reste, le peuple a dit soit vous irez vers le Parlement, soit vous ferez sans me consulter. Et donc, je suis clairement dans l'optique que l'action de recevoir des migrants venus des États-Unis relève de la compétence et de la stricte compétence de notre gouvernement et que si le gouvernement, par besoin de transparence, comme il l'a fait, a dû informer préalablement le Parlement, ce n'était pas un devoir, mais je crois que c'est déjà un acte à féliciter. Mais je sais que le gouvernement le fait parce qu'il le fait dans ses compétences, il le fait dans l'intérêt de notre population. Aux États-Unis, ils sont accusés par le président Donald Trump d'être des gens qui prennent la drogue, qui prennent des objets qui détruisent même l'âme d'un être humain. Comment la RDC ou le gouvernement va gérer ça? Chez nous, il n'y a pas de drogue. Ça ne se fait pas comme ça aux États-Unis. Lorsque le gouvernement prend les décisions de cette nature-là, il ne va pas les discuter dans la rue avec les... Nous ne sommes pas les États-Unis. Nous sommes un État démocratique et constitutionnel dont les règles n'obligent pas, à ce que je sache, notre gouvernement de délibérer sur telle décision avec tout le monde. C'est des décisions régaliennes et la détermination de combien de temps ils sont là, je crois qu'elle est faite dans les accords qui ont été signés. Et ces accords, je vous ai dit, qu'ils ne sont pas sujets à la ratification par le Parlement de la République. Donc, le gouvernement n'avait aucun devoir de venir nous les présenter. Nous estimons qu'il y a un minimum de transparence dans ce sens que notre gouvernement ne s'est pas caché pour le faire. Et que si dans notre population, il y a des personnes qui sont intéressées à connaître le contenu de ces accords, ils vont devoir approcher le gouvernement et le savoir. Mais ce que je sais lorsqu'on parle des intérêts, c'est pourquoi je vous ai dit que les intérêts ne doivent pas être forcément physiques, les intérêts peuvent être politiques et stratégiques. Notre gouvernement sait certainement où est-ce qu'il nous conduit avec cette décision-là. Moi, je ne préfère pas me substituer à lui pour jouer son rôle. Avant de pouvoir avancer, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Nous avons suivi le secrétaire général, nous avons aussi suivi le secrétaire général de l'Union sacrée, nous avons suivi aussi l'honorable Peter Kazadi. Apparemment, il y a un conflit. De quoi s'agit-il? Bon, je suis ici à l'étranger, je ne sais pas bien déterminer les causes de ce que vous appelez conflit. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un parti où les gens, comme nous l'avons appris, nous avons été formés à ça, ont la liberté de s'exprimer lorsque il y a des problèmes qui touchent à leur existence ou à notre existence comme ensemble, comme coalition, plutôt comme mouvement politique ou comme organisation sociale. Mais il est vrai qu'au même titre que nombreuses personnes d'entre nous, je n'ai personnellement pas été satisfait de voir que ce genre de choses se résolvent de cette manière-là. Point que ça représentait pour moi une certaine sidération lorsque
C'est pas la première fois. On a vu ça avec Monsieur Bouzoubo. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Avec votre CG. Aujourd'hui, c'est avec Monsieur Mbata. Ça va se poursuivre jusqu'à quand? Pendant que le président fait face aux attaques de tous bords. Il ne faut pas aussi défigurer l'expression démocratique des citoyens. Les partis politiques, nous les avons exactement créés parce que nous avons pensé qu'il faut que les gens vivent la vraie démocratie. Et ça, moi, j'apprécie dans mon parti que les gens aient toujours cette possibilité. Est-ce que la démocratie se substitue en désordre? Le faire maintenant dans le respect de l'opinion de l'autre, dans le respect de la dignité des autres, le faire aussi dans le respect de l'opinion nationale, ce serait beaucoup plus intéressant. Quoi qu'il en soit, là, on a assisté à quelque chose que nous tous, on a trouvé peu confortable pour la démocratie. Un peu inconfortable pour la démocratie elle-même. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous bagarrer devant le monde entier. Le président Tshisekedi n'est plus le président de l'UDPS. Pourquoi il doit toujours intervenir alors que vous êtes en médiation? Il n'est pas intervenu. Non. Il n'est pas intervenu. Quand j'ai dit intervenir, je pense à ce qui s'est passé avec M. Bouzoukou. Le président les avait reçus et après ils ont fait une déclaration commune. Madame, le président Tshisekedi n'est plus le président de l'UDPS, vous le dites. Aucune règle constitutionnelle n'exclut le président Tshisekedi de l'UDPS. Il reste un cadre de l'UDPS qui a son mot à dire. Ce que la Constitution interdit au président de la République, c'est le cumul de sa fonction de président avec la fonction de président de l'UDPS, n'est-ce pas? La Constitution n'a pas dit au président de la République de ne pas participer aux activités de son parti politique ou de ne pas parler de son parti politique. Ça ne lui est pas interdit. Donc, le président de la République a le droit d'enfiler le drapeau de son parti. Il en a. Il a le droit de ça, c'est légal. C'est légal. La Constitution ne l'interdit pas. Notre Constitution proscrit plutôt l'exercice concomitant de la fonction de président de la République et de la fonction de dirigeant dans un parti politique. Alors, ça, on n'empêche nulle part au président de la République de participer aux réunions de l'UDPS, de son parti. La Constitution ne l'interdit pas. Donc, ça, il faut que ça soit clair. Ça signifie que lorsque nous avons un conflit, le président Tshisekedi, c'est un sage, avant tout, pour son parti. Nous avons tout le droit et la liberté, et lui aussi en a, de nous rencontrer, de l'approcher, de l'écouter, de suivre ses orientations, ses conseils, parce qu'il est membre du parti. Donc, il n'a pas quitté le parti et aucune loi ne l'empêche. Le président n'a pas que ça comme responsabilité. L'alléger de cette tâche-là pourrait être bien pour l'UDPS. Honorable Jean-Claude Chilumbaï, dossier recensement. On a vu que récemment, vous en avez parlé au niveau du Parlement. Vous avez presque validé le processus qui devrait commencer un peu plus tard. À quoi est-ce que le peuple congolais doit s'attendre? Il s'agit de quoi? On vient chez nous, on identifie qui s'appelle comment ou comment ça va se passer? Oui, vous savez que ce n'est pas un dossier facile. Le dernier recensement est intervenu il y a près de 40 ans. Ça signifie que la question du recensement de la population, c'est une question qu'il faut prendre très, très au sérieux parce que moi, je dis toujours, quand nous avons cette situation de guerre, c'est aussi parce que nous n'avons pas recensé, nous n'avons pas identifié notre population. Et félicitations au président de la République qui, pour la première fois depuis ce dernier recensement, a pensé que c'était une priorité pour un pays qui veut se gouverner. Le recensement, politiquement, il est une urgence, sociologiquement, il est un besoin indispensable, mais je dis aussi économiquement parce qu'on ne sait pas planifier notre développement si nous n'avons pas la maîtrise des chiffres en ce qui concerne notre démographie. Donc, plus que jamais, le président de la République l'a fait savoir, il est déterminé à parvenir à ce recensement, à identifier notre population, savoir qui est qui et combien nous sommes, à quelle proportion nous occupons le territoire national et ainsi de suite pour savoir planifier notre développement. Mais ce que je sais, c'est que c'est une très longue procédure. Il y a des évaluations à faire, il y a des projections à réaliser, il y a des contrats à signer. Ça pourrait commencer quand exactement? Je sais que le dossier est très avancé. Lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était
devant la représentation nationale, nous a donné des perspectives assez encourageantes. Et je pense que ça va aller vite. Après ça, il y aura identification ou les deux? Bien sûr que oui, les deux. Recensement et identification de la population. Et comment le Parlement peut accompagner une telle initiative concrètement? En dehors de voir les lois. Nous accompagnons cette initiative parce que c'est nous qui votons la loi d'abord. Nous accompagnons cette initiative parce que c'est nous qui allouons le budget pour une telle activité. Elle est coûteuse, il faut le savoir. Nous allouons le budget. Nous accompagnons cette initiative parce que nous serons toujours là pour contrôler sa faisabilité. Et de temps en temps, vous voyez que le vice-premier ministre de l'Intérieur est souvent au Parlement, en commission et en plénière pour clarifier comment ça va se faire parce que nous sommes assez attentifs, nous voulons accompagner ça d'un bout à l'autre. Comment ça se passe? Parce que le président Tshisekedi a déjà lancé les travaux de l'obtention des cartes d'identité à plus d'une fois avant l'élection de 2023 et en 2025 aussi. Vous dites qu'après recensement, il y aura identification. On viendra je sais qu'il y a eu des phases d'essai qui n'étaient peut-être pas concluantes parce que c'était des phases de négociation de contrats. Maintenant, ce n'est plus là où nous voulons aller. Nous voulons du concret. On veut que les Congolais soient dotés de leurs cartes, comme on l'a fait pour le permis de conduire qui n'existait plus. Il y a, je crois, un contrat qui a été signé pour l'identification des étrangers vivant au Congo, au niveau du ministère de l'Intérieur exactement, qui pourrait démarrer très, très rapidement. Et puis, il y a l'identification générale de la population qui va aussi très bientôt démarrer parce que moi, personnellement, je suis très intéressé à la discussion et je sais que les choses sont très, très avancées et que bientôt, les Congolais vont devoir être identifiés. Et à quand le retour de la paix dans l'équipe? Moi, je pense que la question de la paix, ce n'est pas à ces termes qu'il faut la poser. Si elle ne dépendait que du président de la République, c'est aujourd'hui que nous devons l'avoir immédiatement parce que vous ne pouvez vraiment pas mesurer combien cet homme se déchire pour cet objectif, comme personne ne l'a fait avant. Cette guerre n'est pas sa guerre, si on peut dire. Elle a été créée par ceux qui l'ont précédé. Ça, on a déjà entendu. Oui, que l'unique fois qu'on voit un président déterminé, résolu et impliqué personnellement pour que la paix revienne et une paix des braves, une paix durable, c'est avec le président Tshisekedi. Et je crois que tous ceux qui observent de loin ou de près constatent que les choses évoluent très positivement, tant dans l'équipement et la professionnalisation de notre armée, mais aussi dans l'élargissement de la sphère diplomatique et sur l'arène internationale et dans les agir du président lui-même. Et cela rassure que notre population du Nord et du Sud, qui pour nous d'ailleurs, vont vivre en paix. La paix, ce n'est pas aussi seulement l'absence de foudre, de la guerre. La paix, c'est aussi l'absence du besoin et de la querelle. Et ça, vous constatez que le président ne ménage aucun effort pour y parvenir, que ce soit dans les investissements sociaux, dans la formation de la jeunesse, parce que la guerre que nous avons, c'est aussi ça, c'est une guerre liée au fait que pendant 30 ans, nous avons laissé la moitié de notre population hors l'école, parce qu'on a imposé aux enfants de maternelle de payer les frais à l'école et que nous avons exclu une frange importante de ceux qui sont devenus aujourd'hui des responsables qui n'ont pas eu l'occasion de se former. Ça, c'est la guerre. Si vous lisez la constitution de l'UNESCO, vous verrez comment l'UNESCO interprète la notion de la paix. Donc, c'est dans la tête que la guerre est germée dans les cerveaux. Et pour l'UNESCO, c'est là qu'il faut la chasser. Le président Tshisekedi a dû assez clair en rendant l'enseignement de base gratuit, en construisant des écoles comme jamais auparavant, et aujourd'hui en construisant de très grandes universités de rang mondial. Je crois que tu auras la chance de visiter le Congo pour voir c'est extraordinaire. J'ai déjà fait un reportage sur l'UNIFIN et je prévois pour il fallait passer à l'UNBTP. Tu vas voir certains bijoux qui est sorti du sol à si peu de temps. Chez moi, quand c'est extraordinaire. Et que à Bushmaï, à Bougnan, on va inaugurer.
Kolwezi, on inaugure bientôt. À Kamina, on lance les travaux. Vous ne redoutez pas le fait qu'on aille d'échéance à échéance, aujourd'hui Doha, demain Suisse, Washington, toutes ces discussions. Vous êtes prévenus alors qu'on parlait déjà des universités. Non, la question, on comprend que le président fait beaucoup d'efforts pour réaliser beaucoup de choses, mais nos questions sont beaucoup plus concrètes en fait. D'accord. Nous allons à Doha, ça n'aboutit pas. Ça signe des choses qui ne sont pas respectées. Nous sommes en Suisse, ça signe un communiqué. Doha, c'est physique. Politiquement ou de manière conceptuelle, lorsqu'on dit Doha, c'est un processus. Si vous observez bien ce processus, autrefois on parlait de Nairobi, on parlait de Rwanda. Donc tout ça, Kagame est encore chez nous. Doha, c'est un processus. Et j'imagine que pour l'OTAN, le moment, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas que ça qu'on fait. En même temps aussi, nous formons notre armée qui de plus en plus se professionnalise. Et les données sur le terrain peuvent vous rassurer de ce que je dis parce que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nos militaires, là, ils se battaient en babouche au front. Ils étaient dans la condition que vous connaissez. Et depuis lors, ils sont habillés de plus en plus. Ils peuvent accéder aux soins de santé lorsqu'ils sont blessés. Les enfants peuvent aussi accéder aux soins de santé. Les enfants peuvent étudier gratuitement comme d'autres enfants du Congo, mais aussi que de plus en plus ils sont équipés des instruments de protection. On voit d'abord aller jusqu'en 2030 avant que Kagame ne quitte notre territoire. Qu'est-ce qui est prévu là-bas? Tout cela est fait pour que la guerre se termine. Ça, c'est au plan militaire, les équipements modernes, la professionnalisation, la prise en charge, même si ce n'est pas encore totalement satisfaisant, de nos militaires, de nos jeunes qui se battent au front, mais aussi au plan diplomatique, et des efforts qui sont consentis. Parce que il faut ôter tous ces prétextes-là à l'agresseur. Kagame, ce que l'on sait, c'est qu'il cherche des minéraux du Congo, il cherche du coltan du Congo, il cherche du café, du cacao du Congo. C'est ça même qu'il appelle littéralement le FDLR. C'est ça que Kagame appelle le FDLR. Les coltans, l'or, le café, les combats. C'est ça le FDLR que Kagame cherche. Alors, il fallait l'amener jusqu'au bout. Nous ne sommes pas encore au bout. Nous y sommes, bien évidemment. Ce qui se passe aujourd'hui avec le président, c'est que ça ne s'est pas passé hier. On n'a pas vu un président aussi déterminé à affronter ce Mais il lui reste 2 ans avant de partir. En fait, il va laisser les pays dans cet état-là. Moi, je crois que ce n'est pas ça le plus important. Ah, pour vous, le plus important, c'est la mission. C'est cette mission, bien sûr, qui a de mettre fin à cette guerre. Si ça peut aller au-delà de 2028, vous serez toujours là. Je ne pense pas que la guerre ira au-delà de 2028. Le président est tellement déterminé de mettre fin qu'elle va se terminer. Bien sûr, elle va se terminer dans son entendement brut et brutal, mais la guerre devra se prolonger parce que il y a 7 millions de Congolais qui sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés, suivant des rapports que je entends ça et là, qu'il faudra replacer, il faut recréer des conditions de vie dans ces milliers. Il y a des lobbyistes américains, que je vais taire le nom pour ne pas faire la publicité gratuite, qui disent que Kagame est en train de jouer sur les temps dans l'espoir que les élections qui sont prévues à la fin de cette année donnent la majorité aux démocrates qui sont avec lui. Ça ne changera rien. Les démocrates, s'ils venaient pour remettre en cause les accords si vous estimez que les démocrates ont couvert Kagame, ils l'ont couvert dans le contexte où il s'est caché. Ils avaient des prétextes. Aujourd'hui, tous ces prétextes ont été élagués de la manière la plus publique possible. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout le monde s'est exprimé de manière unanime. Lui-même, le Rwanda n'a plus fait le malin comme il le faisait avant. Il n'a plus tenté de nier ce qu'il fait au Congo. Il l'a reconnu. Ça signifie que même si on estime que les démocrates soutenaient ce génocide que Kagame mène au Congo, désormais, ils sont dépouillés d'arguments pour continuer à le faire. J'estime que l'avancée est très significative que nous allons parvenir à mettre fin à cette guerre. Et il y aura dialogue inter-congolais. On a vu un récent article d'un média international où le président João Lourenço contacte le chef de l'État pour lui faire part. Tu as semblé parler de la Constitution ici, de la révision, du changement de la Constitution.
Moi, de sa première page à la dernière, je n'ai pas vu dans notre constitution le terme dialogue. Ah, donc vous êtes contre les dialogues. Les chefs d'État pourtant fixé des conditions. Je ne suis pas contre le dialogue. C'est un point de vue personnel. Je veux que l'on respecte la Constitution parce que tout le monde parle du respect de la Constitution. Pour autant et on va respecter aussi en 2028 pour autant qu'elle n'est pas encore révisée, on doit la respecter. Dans tous ses aspects. Parce qu'elle n'a pas prévu de dialogue. Elle a dit que le président de la République, c'est lui l'arbitre des conflits. Le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République, c'est le chef de l'État, avec tout ce que cela implique. Ça signifie que c'est à lui d'appuyer l'accélérateur sur les institutions de la République qui sont les seuls représentants légitimes de ce peuple lorsqu'il y a des problèmes de cette nature. Vous parlez tellement de la Constitution. Le dialogue lui-même, il est réclamé par qui? Par ceux qui ont pris les armes, qui tuent. C'est écrit dans la Constitution que lorsqu'un président est élu, qu'on aille prendre des armes et qu'on commence à tuer. Au point même d'entendre que ceux qui ont pris les armes contre la Constitution et les gestions de la République vous disent qu'il faut respecter la Constitution. De quelle Constitution ils parlent? Mais ils sont appuyés par Senko aussi, hein? Oui, mais Senko, c'est quelle institution au pays? Ils sont reçus par le président, ils présentent le chef de l'État, le plan de dialogue. Le président t'a pas reçu. Moi, je ne suis pas Senko. Le président reçoit les Congolais qui ont besoin de le rencontrer. C'est même une partie de son caractère exceptionnel comme père de la nation. Il reçoit tout le monde. Il reçoit Senko, il reçoit les protestants, il reçoit Chancellor Tchala, il reçoit tout le monde parce que c'est le président de tout le monde. Ça ne signifie pas que si le président reçoit la Senko, il a modifié la Constitution pour qu'il puisse y faire figurer une institution qui s'appelait Senko, non? Mais Senko, quand ils ont été reçus, ils ont dit qu'ils ont déposé leur rapport au président de la République. C'est un point de vue d'une association qui fonctionne légalement au pays et qui a le droit, c'est ça même qui vous rassure que la démocratie y règne. J'ai entendu des gens ici en Occident qui se disent exilés politiques, qui cherchent l'asile ici lorsque ils ont manqué à faire au pays peut-être. Plusieurs Congolais ont fui, ils disent qu'ils fuient la dictature. Non, mais les Belges ont constaté qu'il n'y a pas de dictature, ils demandent que les gens rentrent chez eux. Ils demandent que les gens rentrent chez eux, c'est lui qui est là pour la dictature. Et si les Kabyles à rentrer, ils ne seront pas arrêtés? Je dis que les Belges, ils visitent le Congo, ils suivent de près ce qui se passe au Congo. Ils ont constaté qu'il n'y a pas de dictature. C'est pourquoi la plupart des dossiers de demande d'asile ici ont été rejetés, parce que les arguments sont fallacieux. Alors, avant de vous accorder la parole, peut-être pour nous dire ce que vous aurez voulu qu'on vous pose comme question, vous allez donner la réponse directement. Dernière question, il y a aussi cet accord qu'on appelle stratégique qui a été signé avec les États-Unis. Qu'est-ce que la RDC a déjà fait pour préparer la jeunesse congolaise, pour préparer le peuple congolais à accueillir ce genre d'opportunités? Mais surtout, est-ce que, du point de vue des détournements par-ci, détournements par-là, est-ce que nous, Congo, nous sommes capables de tenir un tel partenariat, disons, pour construire notre pays dans différents aspects? D'abord, qu'est-ce que la RDC a fait? C'est que depuis l'arrivée du président Tshisekedi, la RDC s'est préparée à ces nouveaux partenariats. Avant lui, on ne s'imaginait pas que les États-Unis, en tout cas, on ne s'imaginait aucunement pas que les États-Unis d'Amérique viennent signer avec la RDC un tel partenariat. C'est la hauteur du sérieux que les États-Unis ont constaté dans le chef du président Tshisekedi, dans sa manière de faire. Ils ne sont pas venus combattre la Chine? Non, ils sont venus investir au Congo. Et ça, ce n'était plus envisageable dans un pays que tout le monde a qualifié de failed state pendant plusieurs années. On ne peut plus imaginer ça. Et les Américains viennent parce qu'ils trouvent des perspectives d'une puissance économique majeure au centre de l'Afrique qui se relève. Ils ne peuvent pas rater le rendez-vous avec l'histoire. Vous avez vu ici, on en parle parfois de manière assez aléatoire, les gens commentent comme ils veulent, les rebondent. Oui, mais ça, c'est des signaux que le pays est viable. Désormais, il y a une confiance qui s'installe dans sa gouvernance. Lorsque
d'un coût comme ça, on récolte sur les marchés mondiaux jusqu'à 1,5 milliard c'est parce que les gens savent que les perspectives économiques sont les plus bonnes jamais réalisées que le Congo est Congo. Parce que même lorsque on s'est endetté à l'étranger, en aucune période de ce pays, si on est allé s'endetter à la hauteur de cela, du coup, comme ça, avec des projets que nous avons nous-mêmes définis, ça n'a jamais eu lieu. Donc, s'endetter, c'est bien, mais mettre l'argent au service de la nation et pas dans les poches des entreprises. Qu'est-ce que le Congo fait pour accueillir tout cela, pour absorber les capitaux, pour capitaliser tout ça? Mais tu as bien compris, je t'ai dit ici que le Congo est en train de former sa jeunesse, de la capacité. Où? Moi, je suis à Kinshasa, je ne vois pas où. D'abord, dites-vous que depuis plusieurs années, au travers de la fondation Maman Denise Tshisekedi, des centaines et des centaines de jeunes Congolais sont ici en Occident en train de faire de très grandes études. C'était une affaire privée jusqu'à ce que... Je veux bien, et que le gouvernement de la République, je dois féliciter Maman Denise pour cette vision extraordinaire, parce qu'on a vu que les gens qui l'ont précédé ont pensé à toute autre chose, sauf à la construction de l'homme, et elle l'a fait, et de manière très audacieuse, elle a réussi, et que notre gouvernement a trouvé que c'était une initiative assez louable et l'a récupérée. Cela voudrait vous dire quoi? Tout simplement que nous préparons la jeunesse à accueillir ces gros investissements qui viennent avec du savoir-faire. Cette jeunesse est celle formée par la première dame. C'est dans cette perspective. Qui n'ont pas encore des licences. Ça ne s'est pas limité là. Avant cela, je vous ai dit que le président Tshisekedi a construit des grandes universités. Université, c'est quoi un système éducatif, on le rappelle? S'il vous plaît, c'est des grandes universités exactement pour accueillir. Ces universités qui étaient à Kinshasa et à Lubumbashi sont en train d'être implantées dans tout le pays, dans tous les chefs-lieux de nos provinces. Je vous ai dit que Kananga c'est fini, Mbujima c'est fini, Bunia c'est fini, Kolwezi c'est presque fini, INBTP c'est fini, Bandaka on vient de lancer. Demain, le lendemain, on lance à Kalemi. Attendez, on y va. On lance à Kalemi, on lance à Kamina, on lance à Gemena, on lance 14 universités du coup, des universités de rang mondial, j'insiste. Cela, c'est pour, en fait, ce n'est pas pour le prestige de lancer des universités et de construire des universités jamais construites par l'homme noir au Congo ou en Afrique centrale. C'est la volonté, en fait, que notre jeunesse accède réellement au savoir et au grand savoir pour faire face à tout ce qui vient, les investisseurs. L'intelligence artificielle qui rentre en jeu, personne n'est préparé à ça. Mais comment on préparerait de personnes exclues de l'école à l'intelligence artificielle? On a commencé par l'école. À son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi a commencé par l'école. Un projet 145 territoires. Il a construit plus de 2000 écoles dans tout le pays. C'est pour que les enfants reviennent à l'école. À son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi a libéralisé l'accès à l'éducation. Les enfants sont revenus à l'école, ceux qui étaient totalement perdus. Et maintenant, lorsqu'ils terminent l'école, ils vont où? Il faut leur construire des universités, ne plus les obliger à quitter comme nous quittions nos familles très loin pour venir étudier à Kinshasa, aller étudier à Lubumbashi. Aujourd'hui, les enfants trouveront dans leur chef-lieu de la province ou un peu plus des universités, je dis bien des rangs mondiaux pour accéder à ces grands savoirs. Et l'intelligence artificielle, on ne peut les y appliquer que lorsque ils ont été formés. Donc, ça, c'est des choses assez extraordinaires. Et le pays aussi faisait face à ce problème d'enclavement. Donc, on ne pouvait pas. C'est aujourd'hui que les Américains constatent que le pays est désenclavé. Les routes sont ouvertes vers de grandes opportunités agricoles, minières et tout ce que vous savez qui viennent. Et le pays avait ce problème de désenclavement au niveau, par exemple, du pays vaste et continental. Les aéroports sont en construction. Aller à Kananga, aller à Bunia, aller à Mbujimayi, aller à Kisangani, aller à Beni, partout on construit des aéroports. Et bientôt, lorsque vous serez au Congo, vous allez trouver le port en eau profonde. Et parce qu'il sera inauguré bientôt pour que de gros bateaux. C'est déjà terminé pour être inauguré? Oui, il est presque en fin d'exécution pour que les gros bateaux accostent. Et ces bateaux ne rentreront plus vides. En dehors des minerais, il y a une
grande campagne agricole pour que le pays, le Congo, reprenne sa place du grenier africain. Les bateaux vont repartir avec des tonnes et des tonnes de café, du cacao et de tout ce que vous savez. Et donc, ce n'est pas pour rien que le FMI projette cette ascension fulgurante au plan économique d'une RDC qui se placerait en 5e position des économies de l'Afrique subsaharienne. En Espagne, vous étiez pour quelle mission? J'étais représenté le chef de l'État à une activité ici organisée. Ok. Y a-t-il une autre chose que vous aurez voulu que je vous pose comme question? Faites un petit commentaire d'1 minute 30, on va arrêter l'émission. Non, c'est de vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Souvent, lorsque je vous écoute, vous n'êtes pas au Congo, mais vous me donnez l'impression d'être à la page de tout ce qui se passe. Bien que vous parlez que très, très rarement de grandes réalisations, comme j'en ai cité une partie. Je profite pour dire ici, mais vous devez payer, honorable président. Barrages qui se construisent. La communication exige beaucoup d'argent. Payer les billets de CAA, là, ça coûte même pas $300. Vous payez aller-retour, on va faire les reportages. C'est aussi beaucoup de risques, on va pas tout prendre en charge nous-mêmes. Mais lorsque tu étais au Congo, je t'avais dit que la République était disposée de vous l'aviez dit. Et vous m'avez même aidé, je vais témoigner ici. De pouvoir, mais pas tout le monde. J'ai dit que la République, pas moi. Dans ces cas, je vais m'en J'ai dit que la République était disposée de t'accompagner à visiter tout ce que le président a fait dans ce pays-là, qui est extraordinaire, que tu n'as pas imaginé, parce qu'on en parle parfois. Tu vas voir des choses que tu n'as pas imaginées une seule fois. Comme des barrages qu'on construit pour donner de l'électricité à tous les Congolais. Et tu vas voir des routes. Moi, j'ai roulé de Kinshasa à Kananga en voiture. Et que ça se prolonge d'ici le mois de septembre, en tout cas, tu vas rouler de Kinshasa à Sakanya en voiture, avec possibilité que si le Rwanda ne nous avait pas perturbé, on devrait rouler jusqu'à Bukavu, jusqu'à Goma en voiture. Le Rwanda vous perturbe, vous. Donc, tout cela, c'est des choses. Aux compatriotes du Kivu. Oui, ils savent que nous sommes avec eux. Ils savent que le président de la République les porte, il perd ses sommets pour leur bien-être. Moi, je dis que nos compatriotes du Nord et du Sud Kivu et ceux d'ailleurs doivent être braves. D'abord partant de la résilience dont ils ont fait montre de tout ce temps ici, des calvaires inexplicables que le Rwanda a tenté de leur infliger. Maintenant, ils peuvent croire en la volonté, en la détermination du président de la République et de nous tous qui l'accompagnons, de pouvoir mettre fin définitivement, je dis bien définitivement, à cette situation inédite qui est survenue dans cette partie du territoire, du fait de personnes que l'on croyait être des Congolais que l'on pensait servir le Congo et qui aujourd'hui se sont illustrés qu'ils étaient en réalité des préfets du Rwanda et qui étaient installés ici, qui nous ont fait beaucoup de mal. Au moins, vous avez appris une leçon. Beaucoup de leçons et je ne pense même pas que si c'était le président Tshisekedi qui était là, en ce moment-là, ça se ferait comme cela. Non. C'est arrivé parce que nous nous sommes retrouvés avec des personnes totalement impréparées, accidentellement parvenues au sommet de l'État, et cette préfecture que nous a été imposée aussi dans un contexte particulier où, après le départ du président Mobutu, dans des conditions que vous connaissez, et puis nous sommes retrouvés avec des caporaux armes à main qui ont confié tout à Kagame. Maintenant, je crois que les choses vont bien aller. Je tiens à vous féliciter, à vous encourager. Lorsque vous travaillez pour vos frères qui sont assassinés, vous n'avez pas besoin d'être payé pour ça. Vous avez démontré qu'avec des moyens des moyens modiques, insignifiants, vous vous êtes déplacé de pays en pays, de région en région pour parler Congo. Je crois que c'est ça le patriotisme. Et moi, j'aimerais que vous saluer pour ça, vous encourager pour continuer avec. Merci beaucoup. Merci encore pour tous ces encouragements. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbay. Merci aussi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis au cours de cette édition d'actualité. Merci également à vous. Vous appelez comment? Chris? Kalouche?
Kalonji. Monsieur Chris Kalonji était avec nous dans la partie caméra pour nous accompagner dans la réalisation de cette édition. Vous vous appelez comment? Et Monsieur Luison Koussa qui accompagne aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci de laisser vos avis en commentaire. Je vous retrouve dans la prochaine édition. Merci.